n'y a pas de question sur... on en était où? Salaire? Salaire, c'est bon? Micro. Donc, on salue ceux qui nous voient et qu'on ne voit pas. Oui, bonjour à ceux qui nous voient et ceux qui ne voient pas. Excellent. J'ai une question concernant les charges sociales et les charges patronales. Oui. Parce que Les charges? Les charges sociales et les charges salariales, plutôt. Charges sociales. Parce que j'avais vu sur le net. Ah, les charges patronales sociales. Oui. Voilà, il y a parmi les charges de personnel. Personnel, c'est les employés. Hein. Il y a ce qu'on appelle les charges salariales et les charges patronales. Voilà, j'avais vu sur le net que les charges sociales sont égales aux charges salariales plus charges patronales. Reprenez. Les charges sociales sont égales aux charges salariales plus Les charges sociales sont égales aux charges salariales plus les charges patronales. J'ai vu ça sur Google. Non. Les charges de personnel sont égales aux charges salariales et aux charges patronales. N'est-ce pas? C'est quoi donc les charges sociales? Maintenant, les charges sociales, parmi les charges patronales, il y a ce que l'on appelle les charges sociales et les charges le cloud, les charges. Une entreprise, c'est du social et du ce que vous payez les impôts là en fin d'année. Les charges fiscales. Pourquoi patronal? C'est à la charge de l'emploi. Tout ça, c'est à la charge. Même les charges salariales, c'est à la charge de l'employeur. Mais ici, ça comporte des retenues comportant des retenues à la charge de l'employé. C'est pas clair. Je voulais juste... Après, je reviens, je termine. Hein? Wow. Par exemple, si on pouvait prendre un exemple. Exemple de quel genre? Un exemple concret chiffré, un exemple chiffré, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, le montant net du salaire à négocier. À négocier? Oui. Si vous dites que les charges salariales sont en même temps les charges patronales, mais retenues à la charge de l'employeur. Reprenez, parce que c'est un peu kilo. C'est l'après-midi, quoi. Je veux dire, par exemple, si on doit négocier le salaire en tenant compte des charges, les retenues et autres, et vous dites que la charge salariale, ce sont des retenues à la charge de l'employeur. Ça comporte des retenues. Les charges salariales comportent des retenues à la charge de l'employé. Maintenant, l'employeur doit participer, le patronat doit participer. Oui, mais c'est-à-dire ces retenues-là, elles sont de deux ordres. C'est des retenues fiscales et c'est des retenues sociales. Et c'est d'autres types de retenues. Par exemple, vous êtes en contentieux avec votre femme. Hein? Elle vous amène en justice et elle vous impose à payer la pension alimentaire. Ça, c'est des retenues qu'on puise de votre salaire brut. Mais vous allez comprendre. C'est-à-dire ici, on a donné, vous avez demandé un exemple chiffré, il y en a ici. Donc on a donné l'exemple d'un comptable et d'un aide comptable. Eux tous, c'est des employés. Si vous voulez, vous mettez ici cadre et non cadre. Et maintenant, le nombre de parts, IR,
ça dépend de la situation matrimoniale. Donc je vous l'avais dit, quand vous êtes célibataire, c'est 1. Dès que vous êtes marié, c'est 1,50. Si l'épouse est non salariée ou l'époux non salarié, là, sur une déclaration sur l'honneur, ou bien un document qu'on prend, je pense, au niveau de la caisse de sécurité, attestation de non-travail, des trucs comme ça, là, on vous augmente 0,5 pour époux ou épouse non salarié. Pour chaque enfant en charge, mineur, jusqu'à l'âge de 18 ans, c'est 0,5. N'est-ce pas? Si c'est majeur, c'est entre 18 et 21 ans, au cas où l'enfant justifie d'une attestation de formation. N'est-ce pas? Pour les majeurs handicapés, là je pense qu'il n'y a pas de limitation d'âge. N'est-ce pas? Donc à ce moment-là, dès que vous avez l'impôt sur le revenu, la part, le nombre de parts, vous regardez le barème. Donc hier, ce matin, j'ai envoyé dans la plateforme le barème sur Excel. Donc il suffit juste de faire une lecture entre. Hein, en fait, c'est juste une lecture entre, comment dirais-je, le salaire brut qui est là. Donc barème fiscal, hein, 2013. Donc vous avez ici les bruts. Vous avez la TRIMF par personne. Ça, c'est des montants forfaitaires. Donc c'est 900, 1000 francs, 1500. C'est par personne. Donc c'est à la charge du père de famille. Et ensuite, vous avez l'impôt sur le revenu. Et là, ils vous disent nombre de parts 1, nombre de parts 1,50, nombre de parts 2, 2,50, ainsi de suite jusqu'à 5. 5, c'est le maximum. 5, c'est quelqu'un qui a au moins 5 ou 6 gosses. Voilà. Donc là, on vous dit, pour l'exemple qu'on a, voilà, pour l'exemple qu'on a, là, par rapport à leur maigre salaire là, 127, parce que la loi fiscale dit quand le revenu annuel est inférieur à 630 000, pratiquement on ne paie pas d'impôt sur le revenu. N'est-ce pas? Donc par rapport à leur maigre salaire, eux, ils ont 0. Donc nombre de parts 2, salaire brut 127 000, c'est arrondi au millier de francs inférieur. Donc là, vous allez voir qu'ici, il y aura 0. N'est-ce pas? Maintenant, si vous négociez un salaire pour votre employé, mais soit le contrat, vous lui dites que c'est un brut, là, il va avoir moins que ce qui est indiqué sur le contrat, ou bien c'est en net. Donc, ça veut dire que vous allez supporter ce qui est au-dessus. N'est-ce pas? Donc, mieux vaut, même quand vous devez être salarié quelque part, mieux vaut négocier en net. Mais si vous négociez en brut, vous avez 2 millions, mais vous allez pleurer après. Surtout quand on est célibataire. Un brut de 2 millions, c'est presque 500 ou 600 000 d'impôts. Hein. Ah oui. C'est dommage que je n'ai pas le barème, mais c'est ahurissant. On fait le calcul d'abord. Ou bien on fait le calcul d'abord. Oui, mais dans le site impôts-et-domaines.gouv.sn, il y a ce que l'on appelle le simulateur d'impôt. Il suffit juste de mettre les paramètres et il vous dit, pour un salaire brut de temps, vous allez avoir tant comme retenu. Maintenant, pour avoir le net, vous prenez brut moins impôt sur le revenu. Puisque la trim, c'est négligeable, quoi. C'est bon? Donc là, après, on va voir ce qui est charge sociale et charge fiscale, patronale. Mais en matière salariale, on parle de retenue salariale. Parce que les retenues salariales sont compris dans les charges salariales que paye l'entreprise. N'est-ce pas? Mais l'entreprise, d'après la loi fiscale, a l'obligation de précompter ça, puisque c'est des impôts sur le revenu, et de reverser ça au fisc. C'est bon? C'est des retenues d'impôts pour sommes versées à des tiers. Hein? Donc là, oui? J'ai dit le TRIMF. Là, c'est une taxe.
C'est pas un impôt, c'est une taxe. Je la vois dans... Quelle est la différence entre impôt et taxe? Impôt, il n'y a pas de contrepartie de l'État. C'est-à-dire vous payez, il n'y a pas de retour de l'État. Mais vous payez la taxe d'utilisation, la TUR. Il y a ce qu'on appelle la taxe d'utilisation des routes. TUR, T-U-R. Ça, vous utilisez les routes. En contrepartie, vous payez la TUR. La taxe sur les ordures ménagères. Vous payez cette taxe, en contrepartie, on doit enlever vos ordures. La taxe sur les armes à feu, c'est prohibé. Mais si vous avez un truc de détention, comment ça s'appelle? Autorisation de détention ou de port d'armes. Port, c'est partout. Détention, c'est au bureau, dans le véhicule ou à la maison. Là, en contrepartie, chaque année, vous payez une taxe. Ça s'appelle taxe sur les armes à feu. Donc, on vous autorise, donc c'est la contrepartie, et vous payez une taxe. Alors que les impôts, vous le payez, mais il n'y a pas de retour. Par exemple, l'impôt sur les sociétés, vous payez, mais en contrepartie, vous n'avez rien. La seule contrepartie, c'est peut-être le prof est là pour vous enseigner, parce qu'il tire son salaire de là-bas. Mais contrepartie directe, il n'y en a pas. Oui? La TVA. C'est parce qu'on vous autorise à utiliser la marchandise? Oui. Serigne, allez-y. Voilà, ma question c'était ce que signifie la TRIMF. Je la vois dans les bulletins de salaire. C'est la taxe représentative, pourtant on l'a vu dans le tableau résumé, c'est la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal. Donc c'est 5% de ce montant-là qui est collecté et reversé à l'Office national de formation professionnelle. Donc ça veut dire que les entreprises, s'ils ont un programme de formation pour leur personnel, ils peuvent s'adresser à l'ONFP. Et d'habitude c'est gratuit. ONFP. Ça se trouve sur les deux voies de Liberté 6 là, après... Je viens de là-bas. Après le SAMI. Ah, vous étiez là-bas? Oui, je viens de là-bas tout à l'heure. Ah, vous venez de là-bas? Ouais. Donc là, je pense qu'ils proposent des formations, mais sur le plan formation, sur le plan professionnel. C'est bon? Les autres rubriques également du salaire. Ouais, donc ici, ce qu'on a mis, salaire brut social. Il y a le salaire de base. Donc le salaire de base, c'est le salaire issu des négociations des syndicalistes avec l'État là, et le patronat. C'est ça qu'on appelle les conventions collectives nationales interprofessionnelles. Donc il y a pour les banques, le commerce, c'est le droit commun. Convention collective commerce, c'est le droit commun. Par exemple, si vous avez un domaine, si vous embrassez un domaine qui ne faut pas l'objet de conventions spécifiques, là il faut utiliser la convention commerce. Donc le document que je vous ai envoyé ce matin, qui n'est pas encore en ligne, c'est les renégociations des salaires bruts. Récemment, on a parlé de l'augmentation des salaires dans le privé. Donc c'est le nouveau barème. Mais ça concerne les salaires de base. C'est des montants quand même, c'est-à-dire en deçà duquel on ne doit pas payer quoi. On ne doit pas embaucher quelqu'un. Et même si le contrat indique un montant inférieur, à l'inspection du travail, ils vont rejeter le dossier. Parce que quand vous démarrez une activité, dans le cadre du formalisme, il faut déposer les contrats renseignés, signés par les parties entre vous et l'employé. Il faut les déposer à l'inspection du travail. Il faut les déposer aussi à la caisse de sécurité sociale. Il faut les déposer à l'IPRES. Avec un document qu'on appelle déclaration de mouvement du travailleur. Là, l'expert qui vient de la chambre de commerce, il vous dira comment ça se passe. Et eux, ils vendent les conventions collectives. Je pense que ça coûte 5 000 francs autant. Le barème aussi, ça coûte 3 000 ou entre 3 000 et 5 000. Mais si vous l'avez sur fichier Excel ou bien dans le net, c'est bon. Micro, l'autre micro, il est où? Faut poser, c'est les derniers jours. En fait, pour les futurs entrepreneurs, par exemple, pour les futurs entrepreneurs, si on doit recruter. Pour vous? Oui. Oui. Parce que vous êtes des entrepreneurs, vous n'êtes pas des futurs, vous êtes déjà.
Par exemple, si on doit... éteindre l'autre, wow. Maintenant, on peut ne pas prendre, par exemple, des contractuels, par exemple, en CDD ou en CDI. On veut juste prendre des prestataires. Mais des prestataires, par exemple, pour le montant du SMIC ou bien moins. Est-ce que juridiquement, si on prend le prestataire, par exemple, pour 1 an renouvelable, et on continue de renouveler le contrat encore pour le même montant du salaire, juridiquement, c'est... Yves répondait. Parce qu'en fait, si, par exemple, au début, on doit embaucher quelqu'un en CDI et on vient de démarrer, ça devient un peu difficile. Ah non, qu'est-ce qui est difficile? Il y a des salaires de base même pour le salaire minimum. L'année dernière, je pense que c'était combien avant l'augmentation? C'était 52 000. Il fut des temps, c'est 35 000. Maintenant, le problème avec les prestataires, c'est qu'il n'y a pas de lien direct juridique avec l'entreprise en matière de relations de travail. Il vient en principe, il fait sa prestation, il doit partir. Mais si vous le renouvelez à souhait, mais il peut vous attaquer. Parce qu'ils disent que le contrat de rémunération ne doit pas être renouvelé au moins 2 fois. Moi, j'ai vu des structures où ils font 1 an, et il reste 2 mois pour créer une rupture. Et ensuite, ils réembauchent. Mais ça, autant embaucher quelqu'un directement. Côté enjeu financier, c'est la même chose. Parce que si vous décidez de lui payer 50 000, ou bien si vous décidez de lui donner 52 000 en SMIC, pour moi, côté enjeu, c'est la même chose. Maintenant, là où il y a enjeu, c'est par rapport au lien de travail. Bon, peut-être pour certains, ils ne peuvent pas supporter les charges. Pour certains, ils ne peuvent pas, comme certains qui mais les charges là, si c'est des petits montants, c'est des montants minimums. Mais on n'a pas 800 francs de trim. Après, on verra la deuxième page là. C'est là où on verra les charges sociales et les charges fiscales patronales. C'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. Hein. D'habitude, la prestation là, elle est ponctuelle. Hein. Mais ici au Sénégal, on a l'habitude de faire des prestations, comme disaient les juristes, ad vitam aeternam. En tout cas, il faut encourager l'embauche. Parce que aussi, si vous voulez avoir des facilités au niveau de l'État, mais il faut... D'habitude, les projets là, ils demandent tout le temps, voilà, participation à la création. Il y a beaucoup de chômeurs. Il y a beaucoup de chômeurs. Il faut garrotter les gars qui prennent les embarcations là pour aller tenter leur chance à l'extérieur. Il n'y a que vous, hein. C'est vous, hein. C'est pas l'État, c'est vous. C'est vous qui pouvez régler ce problème-là en embauchant. Parce que quand vous donnez à quelqu'un un salaire et que vous lui garantissez l'emploi avec un CDI, mais derrière, c'est des bouches à nourrir, c'est des acquisitions auprès d'autres fournisseurs, ça crée un écosystème. Et ça booste l'économie, quoi. Et en contrepartie, on aura des facilités de la part de l'État. Ah, waouh! Ça, je vous garantis rien, mais... déjà, ça, le fait de vous former gratos, là, c'est une facilité, hein? Ou bien? Ah, moi, je n'avais pas cette chance-là. Moi, partout où je suis passé, à part l'université, parce que je n'avais pas la préinscription, ils m'ont refusé le visa. Partout où je suis passé, j'ai payé. Il n'y a qu'à l'université où je n'ai pas payé. Et j'ai eu la bourse qu'à la 2e ou 3e année. Première année, j'ai bavé. J'avais ni chambre ni bourse. Donc c'est à vous d'apprécier, mais je pense que le travailleur, dans le cadre de sa motivation, il faut le mettre dans un environnement sûr, quoi. Parce que sinon, déjà il est stressé à la maison, il vient au bureau, il est stressé. Il ne va pas être productif, mais qui va en pâtir? C'est vous. Hein? Les premiers bénéficiaires, c'est vous. Les premiers à en pâtir, c'est vous. Donc ne dites pas que oui, je paye des salaires, ça diminue. Non, regardez plutôt les résultats.
ne regardez pas souvent, je ne dis pas tout le temps, mais souvent, ne regardez pas les moyens. Il faut vous focaliser sur les résultats, quoi. Et la productivité, quelqu'un qui n'est pas productif, mais je pense que vous pouvez le licencier. Hein? Ah oui. Ah oui, il ne faut pas conserver quelqu'un qui n'est pas productif. Hein? Dans les banques, là, si vous ne faites rien, mais ils vous renvoient. Même au niveau de l'État, nous, on a un système de sanctions. Hein? D'abord, on vous avertit, ensuite, on vous blâme, après, mise à pied, après, on vous traduit en conseil de discipline avant de vous renvoyer. Mais tout ça, il faut des preuves, il faut le documenter. Ah oui, 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 oui. Sinon, licenciement abusif. Vous voyez, Guy Marius Sagna, il est en prison, mais on n'ose pas le renvoyer. Hein? Ah non, on attend d'avoir les preuves. D'autres s'y sont essayés, on les a renvoyés. Oui. Vous dites qu'on a besoin de preuves. Maintenant, oui. Pour un manque de productivité, on trouve que quelqu'un n'est pas assez productif. Oui. Quel document pourrait prouver ça? Mais vous attendez qu'il dorme, vous prenez une photo. Mais il faut mettre en place des tableaux de bord, c'est ça qu'on appelle les indicateurs. Même dans certaines entreprises, ils ont créé un système d'émargement. N'est-ce pas? Ou bien les contrats de performance aussi. Voilà, il y a ce que l'on appelle les contrats de performance, c'est-à-dire, mais chaque fois, il faut dresser le profil des agents d'abord, et en début d'année, vous lui dites, voilà les tâches à effectuer. Et là, vous avez des éléments probants. Par exemple, sur 10 tâches, s'il effectue les 2, mais il a un taux qui n'est pas intéressant, sur cette base, mais vous lui dites que vraiment, vous ne travaillez pas. Il y a certains, il faut prendre les gorilles là. Vous prenez 2 gros lutteurs, vous le convoquez dans le bureau, vous lui faites un document pour hein, vous lui dites signer. C'est comme ça qu'ils font. Signer ou bien on vous tue. Voilà. Reconnaissez que vous n'êtes pas productif. Et là, vous allez vous débarrasser de lui. Non, là, je blague. Voilà, donc, salaire brut, c'est salaire de base dans les conventions collectives, plus le sursalaire. Donc, le sursalaire, il est libre, hein, c'est à vous de fixer et il faut le mettre dans le contrat d'embauche. Hein? Mais ce qui lie l'inspection du travail, c'est le salaire de base. N'est-ce pas? Ensuite, vous avez les retenues d'impôt. Donc là, il faut consulter le barème par rapport au salaire brut. Vous prenez le salaire brut, vous arrondissez au millier de francs inférieurs. Il y a un système de calcul très compliqué, mais ce que je vous conseille, c'est de lire directement le barème. Ben, il y a certains montants, c'est par tranche de 5 000. Donc vous regardez l'intervalle, le montant qui s'approche le plus, et vous lisez le barème en fonction du nombre de parts. N'est-ce pas? Donc il y a le nombre de parts pour la trim, c'est le mari et la femme, non salariés. Et il y a le nombre de parts IR, c'est la situation matrimoniale et le nombre d'enfants. Donc trim, vous voyez, donc ici c'est 400 francs fois 2, c'est de petits montants. Ensuite, vous avez les retenues sociales. Dans la législation sénégalaise, ils disent que tout ce qui est retenu de retraite, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire l'employé supporte, si c'est le régime général, 5,6%, et l'employeur va supporter une partie. N'est-ce pas? Et là, ils ont mis un système de plafond. De 0 à 360 000, c'est le montant multiplié par 5,6%. Au-delà de 360 000, c'est 360 000 fois 5,6%. Donc ça veut dire quoi? S'il avait un salaire de 400 000, on allait prendre 360 000 fois 5,6%. Mais comme il a un salaire de 127 000, donc c'est 127 000 fois 5,6%. C'est le cas aussi pour le régime complémentaire cadre. Ceux qui sont déclarés cadres, qui ont un bon revenu, donc un bon salaire, là, ils vont cotiser, ça s'appelle régime complémentaire. Et ici, le plafond, c'est 1 80 000 et le taux, c'est 2,4%. Donc, ces taux-là sont révisés chaque année par le conseil d'administration de l'IPRES. Et ils le mettent en ligne dans leur site.
Donc si vous voulez avoir les nouveaux plafonds, il faut regarder le site internet. C'est modifiable, mais par le conseil d'administration. Maintenant, vous avez, il y a d'autres retenues, hein, par exemple les retenues pour saisie, opposition, condamnation, ainsi de suite. Ça, vous le mettez. Au finish, il faut avoir total brut, moins total des retenues, aussi bien les retenues fiscales que les retenues sociales. La prime de transport, elle est bleue parce que c'est un gain, mais elle est exonérée d'impôts et de retenues. Donc vous prenez salaire brut social, moins les retenues, plus prime de transport, c'est ça qui vous donne le net à payer. C'est bon? Mais le sursalaire, c'est pas encadré. Bon, je pense que c'est pas encadré. Parce qu'en fait, je pense. Des fois, il y a disparité là-bas. Parce que par exemple, si on a un salaire de 200 000 oui. et on fait un sursalaire de 800 000, wow, bon, après imposer ça, et tant plus que vous dites l'inspection du travail est liée au travail par le salaire de base. De base. Le salaire de base. Là, c'est juste pour dire que vous êtes conforme à la convention collective. Okay. Maintenant, ce que vous négociez avec vos employés, moi, je pense que c'est libre. Hein. De toute façon, si vous le payez moins alors qu'il est compétent, il va partir. Hein. Il va partir. Ah oui. Vous, là, si on vous embauche quelque part, on vous paye moins que ce que vous valez. Mais vous allez vous faire de l'expérience, tôt ou tard, vous allez partir. Hein. C'est pourquoi dans les banques, là, ils conservent les employés, ils leur donnent des avances tabaski, avances mariage, avances ceci, avances ngente, avances... Oui, c'est pour les retenir. Hein. Ah oui. Parce qu'à un certain niveau de concurrence, les ressources humaines deviennent une matière rare. Surtout quand ils ont un certain niveau comme des bac plus 4, bac plus 5 comme vous là. Mais ça ne court pas les rues. Hein. Ah oui. Donc il y a certains, ils vous rachètent leur prêt. Quelqu'un a parlé de rachat de prêt. Si vous avez un prêt, ils vous rachètent votre prêt. Ils vous réallouent un autre prêt. Ils vous donnent des avantages en nature, comme les maisons, ainsi de suite. Ils vous donnent des véhicules de transport. Il y en a ici, tu vois leur salaire, mais c'est des pachas. Mais derrière, ils travaillent comme des dingues. Hein. Ah oui, plus on a un salaire élevé, plus on est fatigué. Wow. Même chez nous, les fonctionnaires. Il ne faut pas dire que les fonctionnaires ne travaillent pas. Hein. Sinon, je ne serais pas là. Oui. Des heures sup. Oui. Ça fait partie des gains. Des gains. Oui. Donc, vous allez avoir une colonne ici. Avantage en nature. L'avantage en nature, c'est juste pour prendre en compte dans le calcul de l'assiette. C'est-à-dire le calcul de l'assiette fiscale. C'est-à-dire pour avoir l'impôt sur le revenu. Mais il ne fait pas partie du net à payer. Maintenant, si vous avez des heures sup, vous allez avoir salaire de base, heures supplémentaires. Est-ce que vous voyez? Et la somme des deux, moins les retenues salariales, va vous donner le net à plus les primes. Parce qu'il y a ce que l'on appelle des primes non imposables, comme les primes de panier. Bon, ici, les primes de performance, c'est des primes à caractère de remboursement. Parce que quand on utilise ses propres moyens pour le transport, pour aller au travail, vraiment, ça, on dit une partie, on l'exonère. Donc ça, vous allez faire salaire brut, social, plus, ou bien salaire de base, plus sursalaire, plus heures supplémentaires, moins total des retenues, aussi bien retenue salariale fiscale que retenue salariale sociale, plus prime de transport et autres primes non imposables. C'est ça qui vous donne le net à payer. Donc en matière de négociation, il faut prendre ça en compte. C'est bon pour le net à payer? Oui. Bizarrement, ça ne marche pas. Oui. Oui, mais pour les cotisations à l'IPRES. IPRES, oui. À l'IPRES, oui. Parce que chaque entreprise qui vous embauche, il doit verser là-bas au niveau de l'IPRES. Oui. Ouais. Maintenant, moi je suis une fois allé là-bas pour vérifier, à l'IPRES, pour vérifier est-ce que... Ton montant. Oui, tes cotisations. Est-ce que l'entreprise me verse mes impôts, quoi.
Oui. Mais maintenant, il m'a dit que puisque j'étais embauché dans une entreprise antérieurement, j'ai quitté là-bas pour aller dans une autre entreprise, ils me disent que pour que je puisse voir si le montant que j'ai là-bas, il faut que j'amène le truc là, comment ça s'appelle encore? Certificat de travail de l'ancienne entreprise. Alors que l'entreprise là, elle est dissoute. Elle est dissoute. Elle est dissoute. Mais si vous avez, parce que l'objectif c'est quoi? C'est juste pour savoir, parce que l'entreprise a un numéro unique là-bas, mais vous aussi vous avez un numéro unique là-bas. Oui. Est-ce que, parce que c'est pas pour rien qu'on vous demande, même si vous devez demander un visa là, on demande la carte IPRES. Parce qu'il y a votre numéro d'identification IPRES. Donc si vous n'avez pas les références de l'ancienne entreprise, mais donnez-lui votre numéro d'identification. Parce qu'on vous ouvre un compte là-bas. Hein. Oui, non, elle, quand je suis allé là-bas, elle m'a dit qu'effectivement... ils ont versé. Hein? Ils ont versé. Oui, ils ont versé. Mais elle me dit que pour que je puisse vous donner exactement le montant auquel vous... le montant que vous avez ici. Ouais. Ensuite, pour que également vous puissiez ultérieurement venir pour prendre votre pension de retraite, il faudrait nécessairement amener le certificat de travail de... Oui, effectivement, c'est normal aussi. Hein. Vous êtes embauché quelque part, ils vous versent les presses. Mais la moindre des choses, c'est de vous donner le certificat de travail ou bien vous amenez le contrat de travail signé à l'inspection du travail. Sinon, c'est comme si vous avez travaillé dans le noir. Hein. Moi, je pense qu'elle vous a demandé ça à des fins de preuve. Parce qu'une tierce personne peut venir et dire que oui, sortez-moi ma situation de cotisation. Ah, mais j'ai les bulletins de salaire. Ah non, le bulletin ne fait pas foi. Hein. Ce qui fait foi, c'est l'attestation de travail. Même si vous déposez une demande de visa, il vous demande l'attestation de travail. Il ne demande pas le contrat de travail. Il vous demande les bulletins et l'attestation de travail. Mais pour la nouvelle entreprise auquel j'étais et que j'ai obtenu le certificat de travail là-bas, au moins à la retraite, ce qui a été versé de l'entreprise où j'ai mon certificat de travail, au moins je dois pouvoir prendre mes... Dans ce cas, il faut leur adresser une correspondance. C'est-à-dire qu'il faut s'adresser à quelqu'un un responsable là-bas, quoi. Okay. Au lieu des agents de guichet. Il faut s'adresser à un responsable. D'accord. Mais ça aussi, il faut y veiller. Hein. Il faut s'assurer que l'entreprise qui vous a embauché verse normalement vos... Moi, j'étais dans le privé, mais quand j'ai voulu... Parce qu'autant ils remboursaient. Quand j'ai été embauché dans la fonction publique, j'ai demandé à ce qu'ils me remboursent ce que j'avais versé au niveau du privé. Mais ils disent que non. Ils ont changé de méthode. Maintenant, ils reversent ça dans la pension fonctionnaire, quoi, qu'on appelle Fonds national de retraite. Mais autant, ils vous donnent un chèque de remboursement. Maintenant, si vous ne travaillez plus avec les entreprises privées, tu vas aller là-bas pour demander tes... Non, il faut attendre la retraite pour bénéficier de ça. Non. Ah oui, sinon ça va être difficile. L'IPRES, c'est comme une tontine. C'est comme une tontine. C'est-à-dire, on cotise, ceux qui partent en bénéficient. Maintenant, vous cotisez pour d'autres qui vont venir, quoi. Okay. Maintenant, ceux en activité payent pour ceux qui sont partis à la retraite. C'est ça, hein? C'est important, parce qu'à la retraite, là, c'est difficile, hein? Hormis la pension, là, si vous êtes retraité en tant que salarié, hormis la pension, quel type de revenu vous voulez avoir? À part créer un business, avoir une entreprise. Vous ne pouvez rien avoir. C'est pourquoi il y a certains collègues là, 1 an, 2 ans de la retraite, ils décèdent. Hein? Il y a trop de... Ah oui. Ah oui, vous riez, mais on va y passer à nous tous. Non, parce qu'avant la retraite, ils prennent 3 ou 4 femmes. Ou bien avant la retraite, ils ont un bébé. Et bébé là, ça ne fait que pleurer et manger. Donc comment subvenir à leurs besoins? Vous aviez un niveau de rémunération extraordinaire. Maintenant, vous percevez chaque 2 mois, si c'est le privé.
Il y a même un projet de réforme de l'IPRES pour payer à la fin de chaque mois. Nous, fonctionnaires, c'est chaque mois. Même si ce n'est pas beaucoup, c'est chaque mois. Au moins, on s'attend. Mais chaque 2 mois, c'est trop. Ou bien s'il y a erreur sur le fichier, vous faites la queue, vous venez au guichet, on vous dit que votre nom n'est pas là. C'est difficile, hein, il faut préparer ça. C'est pourquoi je vous dis votre métier ou bien votre entreprise là, elle est noble. Mais moi, je vous envie. Hein. Oui? Micro, oui. Après, on regarde le reste. En fait, j'aimerais savoir si jamais vous travaillez dans une entreprise et vous y travaillez à peu près 1 an et demi, on arrête votre contrat. Par la suite, cette entreprise était en train de verser au niveau de l'IPRES. Et vous observez un temps d'arrêt au maximum de 5 ans ou 6 ans, quelque chose comme ça. Et après cela, vous retrouvez encore une autre entreprise. Est-ce que vous allez retourner au niveau de l'entreprise précédente pour demander votre numéro au niveau de l'IPRES pour pouvoir suivre la continuité? Ou bien c'est à l'IPRES de joindre les deux? Les deux. Continuez. Non, je fais juste un signe. Hein, pour... C'est à l'IPRES de joindre les deux, ou bien vous allez combiner ce que l'autre entreprise vous a versé auparavant? Est-ce que vous pouvez obtenir le même numéro pour que l'autre entreprise puisse continuer à vous verser sur le même compte? Voilà, pertinente question. C'est pourquoi il faut faciliter la tâche à l'IPRES. Dès que vous êtes embauché, demandez une attestation de travail en plus de votre contrat signé et demandez votre carte IPRES. Maintenant, si vous êtes embauché ailleurs, mais vous ne donnez que votre numéro IPRES, et là, vous continuez, ils vont continuer. C'est comme un compte bancaire là. Il fonctionne à un certain moment, on suspend les activités, après on reprend les activités. Sinon, ils vont vous créer un autre numéro IPRES. Ça va être compliqué. Maintenant, l'IPRES ne peut pas dire que X, Y, ça c'est compliqué pour faire le recoupement entre ce que vous aviez versé ou ça. Mais au moins, partout où vous passez, ayez au moins des documents pour laisser des traces. Sinon, c'est comme si vous avez travaillé dans le noir. Hein? Ah oui, parce que ça, on le puise de votre salaire. C'est votre argent. Vous voyez, et ce n'est pas une mince affaire. Hein? Lui, il a 127 000, on lui coupe 7 000 francs. C'est beaucoup. 7 000 francs pendant 10 ans. Ou bien 7 000 francs pendant 3 ans. Faites le calcul, c'est beaucoup d'argent. Hein? C'est beaucoup d'argent. Donc, c'est bon? Donc, ça, c'était les retenues salariales sur salaire. Donc, au niveau des charges salariales. Maintenant, vous avez les mêmes paramètres ici. Maintenant, vous avez ça. CFCE, c'est les retenues fiscales. C'est la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur. On l'a vu dans la liste des impôts. Donc, c'est 3% du salaire brut social et des avantages en nature. Ensuite, il y a ce que l'on appelle les autres retenues patronales à caractère social. Le fameux charge social, là, votre réponse est là. Donc, c'est caisse de sécurité sociale et IPRES par patronale. Donc, là où on cotisait 5,6, ici, on cotise 8,4. Là où on cotisait 2,4, l'employeur va cotiser pour vous 3,6 si vous êtes régime complémentaire 4. Et là, je me suis trompé. C'est total charge patronale. Ce n'est pas total charge salariale. Sociale. C'est total charge patronale. Parce que dans les charges patronales, il y a des charges fiscales et des charges sociales. Caisse de sécurité, c'est 7% pour allocation familiale. Là aussi, il faut demander votre carte. Parce que c'est 3 000 ou quelques 3 500 par enfant. Et vous le demandez, ils vous le payent. Hein? CSS. Et pour les... Hein? Par enfant. Non, il faut vérifier. C'est beaucoup de...
Ah, moi déjà j'avais en tête 3500, mais ça date de longtemps quand même. Quand j'étais dans le privé, c'était 3000. Peut-être que maintenant, ils ont augmenté. Il faut vérifier. Donc, les femmes, pas les filles, les femmes qui partent en congé maternité dans le privé, je ne dis pas public, dans le privé, pendant qu'ils sont en congé, ils ne perçoivent pas de salaire au niveau de l'entreprise. Mais ils constituent un dossier et leur salaire est payé par la caisse de sécurité sociale. Oui. Ça, c'est les femmes. Non. Sinon, vous allez partir et vous n'allez pas recevoir de salaire si vous n'avez pas de dossier en règle là-bas. Oui, il y a tout un dossier à trucs. D'habitude, ils le font avant d'accoucher. Sinon, c'est 3 mois sans salaire. Vous allez vous prendre auprès de l'entreprise, mais l'entreprise ne vous doit rien. Puisque l'entreprise a souscrit aux conventions collectives. Et dans ces conventions, c'est ça qu'ils ont retenu. C'est bon? Question avant qu'on ne termine les salaires? Oui. Le cloud là, ils sont timides aujourd'hui. C'est l'après-midi. Appelons. Bon, j'ai juste une question concernant les charges sociales. À quoi correspondent les charges sociales sur salaire? Les charges sociales sur salaire, ce que j'avais dit tout à l'heure là. C'est IPRES ici. Regardez ici, c'est IPRES. Alors que les charges fiscales sur salaire, c'est IR et TRIM. N'est-ce pas? D'accord, oui. Maintenant, au niveau des charges sociales et régime social, bon, je n'ai pas bien compris là-bas. C'est-à-dire? Au niveau des régimes sociaux et les charges sociales, oui. Le régime social. Oui, le régime social, c'est-à-dire quelqu'un pour m'aider là à mieux comprendre. C'est-à-dire, donnez peut-être un exemple. Par exemple, c'est-à-dire au niveau du régime social, oui. Il y a ce qui est supporté par le salarié et ce que l'employeur supporte. Au niveau de l'employé, oui. on ne verra pas caisse de sécurité sociale. N'est-ce pas? Oui, oui, oui. Mais au niveau de l'employeur, on verra caisse de sécurité sociale. D'accord. Ça, c'est à la charge comment dirais-je, du patron. Pourquoi? Parce qu'ici, ils disent allocation familiale. Oui. Oui. Et surtout, il y a accident du travail. Du travail, oui. Quand c'est des entreprises où il y a moins de risque d'accident, c'est 1%. D'accord. Quand le risque est moins, c'est 2%. Par exemple, quand c'est des industries, oui. comme les tréfileries qui font du fer, ainsi de suite, là, c'est 3%. D'accord, merci. C'est ça qui distingue les régimes sociaux entre le salarié oui. et l'entreprise. L'entreprise, d'accord. Merci. Question en ligne. Oui, question en ligne. Il y a Dame Diop depuis Saint-Louis. Ah, notre ami Dame. Oui. Vous voyez les Ndioben là, ils sont dynamiques. Hein? C'est pas comme certains. Il dit quand est-ce qu'on parle de sursalaire et comment il est négocié entre l'employé et l'employeur? Moi, je pense que le sursalaire, c'est pour permettre à l'employé d'avoir un bon salaire net. Par exemple, ici, quoi. D'avoir un bon salaire net. Est-ce que vous voyez? Donc, le sursalaire, pour moi, la négociation, elle est libre. Hein? Soit elle est fixée par l'entreprise qui dit que pour le métier d'aide comptable, moi, je ne peux pas dépasser 500 000. Donc, si on regarde la convention, salaire de base, c'est 100 000. Donc, je mets un sursalaire de combien? 400 000. Ou bien, vous négociez avec l'entreprise, vous lui dites que moi, je veux un sursalaire de 700 000. Donc, en plus du salaire de base de 100 000, il va vous mettre 700 000. Parce que pour le fisc, l'essentiel, c'est que ça puisse supporter l'impôt sur le revenu.
Donc la négociation, elle est libre. C'est bon? Oui, une autre question. Bon, on prend l'autre question. Ou bien c'est en rapport avec... en rapport avec le sursalaire. Bon, on prend l'autre. Si ce n'est pas en rapport, vous prenez... Sinon, ils vont dire que c'est inéquitable. On ne les voit pas, on ne prend pas leurs questions. Allez-y. Question du cloud, après on... Donc il y a Bassirou Diop depuis Pékin. Un Diobène encore. Ouais. Il dit, est-ce que ce n'est pas risqué de recruter des employés en CDI tout en sachant que l'entreprise vient de démarrer ses activités? Ah, ça, je vous retourne ça en tant qu'entrepreneur. CDI, ce n'est pas parce que c'est CDI que vous déboursez plus. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Pour moi, CDI, c'est mieux parce que ça assure, ça garantit au moins la sécurité de l'emploi. Sinon, si vous le prenez en CDD, vous ne pouvez pas renouveler le CDD plus de 2 fois. Ce que vous gagnez, c'est peut-être... Est-ce que vous gagnez quelque chose même avec les CDD? Parce que le CDD, le CDD ne doit pas avoir de rupture. Donc vous le prenez pour 6 mois, renouvelable une seule fois, ça fait 12 mois. Au 13e mois, il faut l'embaucher, sinon il vous attaque. Il nous amène à l'inspection du travail. Donc autant lui faire un CDI. Bon, d'habitude, certains disent par prudence, ils prennent 6 mois juste pour tester les compétences. Donc en principe, à l'issue de la première signature, on doit l'embaucher. Hein. Maintenant, l'administration sociale, l'inspection du travail, est très regardant sur ça. Hein. Moi, j'ai vu une structure, le gars est traîné, la société est traînée en justice. Parce que vraiment, ils avaient abusé des contrats de prestation avec l'employé. Donc, en conclusion, peu importe. Pour moi, l'essentiel, ce qui est important, c'est si vous voulez, faites-lui un contrat à durée déterminée, juste pour tester ses compétences. Mais si vous êtes convaincu qu'il fait l'affaire, il faut lui faire un CDI parce que c'est plus reposant pour lui. Dernière question. Ça a été posé par Salou Sek depuis Dakar. Oui. Il dit, est-ce que l'agent intérimaire a les mêmes avantages que l'agent recruté dans la même entreprise? Je pense que oui. En tout cas, pour l'État, c'est la même chose. Quand on est intérimaire, on est nommé dans les mêmes formes et on bénéficie des mêmes avantages. Il y a un texte là récemment là, sur tout ce qui est stagiaire, ainsi de suite. Et je pense que c'est ça qui le réglemente. C'est bon? C'est bon. Bon, d'abord là-bas, au fond, et ensuite vous, et on continue. Oui, pour la première question qui était en rapport avec le sursalaire. Donc en matière de salaire de base et de sursalaire. Donc le salaire de base, il dépend de la convention. De la convention, voilà. Donc de la convention. Oui. Maintenant, le sursalaire, quand vous négociez le net, le salaire de base, donc on fixe le salaire de base. Le salaire de base est fixé par rapport à la convention. Maintenant, après... Tout le reste, c'est sur salaire. Voilà, tout le reste, c'est sur salaire. C'est ça. Maintenant, sur salaire, indemnité, prime... Sur salaire, au fur et à mesure que vous continuez à travailler dans l'entreprise, vous pouvez demander une augmentation salariale. Bien sûr. Dans ce cas-là, il augmente le sursalaire. C'est ça. Si vous n'avez pas échelonné à une grade supérieure. C'est ça. Comme l'employeur également peut augmenter le sursalaire à n'importe quel montant qu'il veut. C'est ça. Maintenant, pour ce qui est... comment dire, qu'est-ce que je voulais dire encore? Une question par rapport à l'allocation familiale. Oui. Allocation familiale. Une fois que vous rompez avec l'entreprise, ça s'arrête, non? Bien sûr. Oui. D'accord. Ça s'arrête, hein? Bon, là, je ne sais pas si c'est le même numéro que vous conservez, mais je pense que ça s'arrête. Ça, c'est ponctuel, quoi. C'est pas comme l'IPRES où c'est la retraite. C'est une rente. L'IPRES, c'est une rente. D'accord. Maintenant, pour ce qui est du contrat qu'il faut faire à l'emploi, ça dépend maintenant du volume de travail dont vous avez besoin du gars. C'est à vous de voir. Vous êtes les maîtres. Si vous démarrez une entreprise et que vous ne travaillez pas en plein temps, ce n'est pas la peine d'embaucher quelqu'un de le faire. Non, ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est juste une négociation. Ouais. Donc, si vous voulez, vous lui dites, je vous paye ce que l'on appelle le taux horaire. D'habitude, les ouvriers, c'est comme ça. C'est ce qu'ils font les 3-8 là. Vous connaissez les 3-8?
3 fois 8 égale 24. 24 heures. Donc il y a une équipe, il y a 3 équipes de 8 heures de temps qui travaillent 24 heures sur 24. Eux, on les paye, comme par exemple vous allez à ICS ou bien Sokosim, des trucs comme ça. Ça, c'est 8 heures de travail. Donc là, on les paye un taux horaire. Ouais, mais Maintenant, il y a, dans les conventions, ils disent, si c'est de 8 heures à 17 heures, il n'y a pas d'heures sup. On peut faire des heures sup. Donc si c'est aux heures normales, heures sup, il n'y en a pas. Mais au-delà des heures normales, ils disent heures sup majoré, taux horaire majoré à X%, Y%. Les jours fériés, c'est plus consistant. Les jours fériés et les fêtes. Là, c'est plus consistant. En Europe, ils respectent ça. C'est pourquoi les gens préfèrent travailler la nuit en Europe. Moi, j'ai des amis, ils travaillent la nuit en Europe pour avoir beaucoup de gains. Et ils travaillent les jours de fête aussi pour avoir beaucoup de gains. Les heures sup sont majorées là-bas, quoi. Parce que les heures sup sont majorées. Surtout dans les pays où vraiment, pendant les fêtes de vacances, tout le monde part. Les fêtes de Noël. Là, ceux qui travaillent là-bas, ils se font les poches. Maintenant, pour ce qui est du nombre d'heures de travail, dans le Code du travail, ils vous disent que quand vous employez quelqu'un 40 heures de travail par semaine, ça, vous avez besoin de lui, donc il faut obligatoirement l'embaucher. Ah, bien sûr. Bien sûr. Le statut journalier, voilà, parce que le prestataire, il n'est pas tenu de respecter les horaires de travail. Le prestataire, c'est un mercenaire. Lui, il est là pour un travail ponctuel. Mais si c'est vraiment émargement à 8 heures, descendre à 17 heures, pause à 13 heures, 14 heures, là, mieux vaut lui faire un contrat de travail. Et puis, il y a une question de manipulation des données de l'entreprise. Vous n'allez pas rendre ça précaire quand même. Quelqu'un qui vient, qui connaît tout de vous, mais vous n'avez aucun lien juridique direct pour pouvoir l'appréhender. Ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Hein? Bon, c'est à vous de voir, vous êtes les patrons. Mais faites ce qui est sûr. Dans la vie, il faut faire ce qui est sûr. C'est bon? Bonsoir. Bon, d'abord au fond, et ensuite. Bonsoir. Oui. Je m'appelle Aombeng. J'avais 2 questions. Oui. Donc la première est de savoir si jamais on est salarié à un moment donné et qu'après on vit complètement sur l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui se passe à la retraite? Ah, donc là, on peut conserver sa retraite et on peut verser de manière volontaire. Ce sera le même montant ou bien ça va? Non, c'est en fonction de ce que vous décidez de verser. D'accord. C'est ça. Moi, j'ai un ami, il était comme ça. Maintenant, il est dans les ONG étrangers, américaines. Mais lui, chaque fin de trimestre, c'est moi qui lui verse lui-même son truc, comment ça s'appelle? À l'IPRES. Donc c'est ce qu'on appelle une contribution volontaire. D'accord. Mais dans le même numéro. D'accord. Voilà. Et l'autre question est de savoir est-ce qu'un prestataire peut occuper un poste de responsabilité dans une entreprise? Ah, bien sûr. Bien sûr, tout dépend du contrat de prestation. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des prestations à caractère salarial, c'est-à-dire à caractère d'employé. C'est ça. Et il y a des prestations comme les prestations de service. Si c'est des prestations d'employés, là, il peut occuper tous les postes de responsabilité. Hein. D'accord. Et il y a des régularités à faire? Non, c'est juste, en principe, la prestation, on doit défalquer la TVA, parce que c'est une prestation, c'est un service qu'il vous fournit, et ensuite, on doit lui retenir 5% de retenue pour son versé à des tiers. Au titre de son impôt sur le revenu, impôt direct. Mais indirect, c'est TVA, 18%. D'accord, c'est bon. C'est bon? Merci. Mais il y a beaucoup, ils ne prennent que les 5%. Mais TVA, c'est dû. Parce que c'est une prestation qu'ils vous fournit. Oui? Alors, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Amambo. Au fait, n'ayant pas encore épousé le domaine du travail, j'ai juste une question. Donc vous êtes célibataire dans le domaine du travail? Une façon de parler peut-être. Alors, excusez-moi. Donc, non, mais c'est bien dit, hein. Okay, je blaguerai. Voilà. Ok, d'accord. Bon, j'ai juste une question. Si par exemple, un employeur, dans le cadre d'un CDI... CDI, ouais, indéterminé. Oui, indéterminé, oui.
renvoie par exemple son employé, je crois qu'il lui doit des dommages et intérêts. Si c'est de manière injustifiée. Injustifiée, oui. Mais si c'est l'employé de lui-même qui décide de partir voyant une autre entreprise, autant pour moi, plus offrant. Il respecte le délai Il respecte le délai. Mais qu'en est-il dans ces situations si c'est elle ou lui qui décide de partir? Si par exemple, il peut avoir quelque chose de l'entreprise ou... Une augmentation? Non, pas une augmentation. Par exemple, si lui doit... Voilà, statut de... Comme si c'était l'employeur qui l'avait... À moins qu'il est... Voilà, dans le contrat, parce qu'il y a certains, comme les trucs de football là, comment ils s'appellent? Les entraîneurs de foot là. Quand ils négocient avec le club, il y a ce que l'on appelle indemnité pour départ. Soit départ volontaire ou renvoi. Maintenant, il y a certaines entreprises qui négocient, qui externalisent tout ce qui est indemnité, retraite, ainsi de suite. Les assurances, ils proposent un produit qu'on appelle indemnité de fin de carrière. Soit de manière volontaire, justifiée, ou bien de manière... non, si c'est faute lourde, là, vous ne bénéficiez pas de l'indemnité. Mais il IFC, même ça s'appelle IFC. Il peut même risquer des pénalités. Hein? Oui. S'il ne respecte pas le délai. Oui. Mais si c'est volontaire, s'il parle volontairement, il doit respecter le préavis. Il doit informer à temps. C'est comme avec les droits au bail là. C'est-à-dire, vous voulez quitter votre bail commercial. Ou bien le bailleur veut faire des travaux. Il doit respecter un délai de préavis. C'est bon? Bon, il faut progresser dans le cours. Deux questions. Au fond... Il y en a même en ligne. Mais bon, après... Bon, on continue? On propose ça après. Demain, devez venir. Monsieur, dans le cadre, par exemple, si vous embauchez, si l'employé embauche une personne, et après l'entreprise tombe en faillite, quelle est l'issue maintenant de ce contrat? Non, il faut déclarer la faillite. Vous faites une déclaration de faillite. Et maintenant, les droits qui sont dus jusqu'à la faillite, il faut les payer. Oui. Parce que c'est le cas de l'entreprise de fabrication de textiles qui se trouve à Thiès. NSTS. Oui, ils payent leurs employés jusqu'à présent. C'est ce qui est Ils payent. Donc la société n'est pas fermée. S'ils payent jusqu'à présent. En tout cas, l'entreprise est en faillite. Non, l'entreprise peut être en faillite, mais en réduction d'activité. Mais il y a une différence entre diminution de l'activité et cessation d'activité. La faillite entraînant la cessation d'activité, là, rien n'est dû. Mais si l'entreprise est en faillite, mais juridiquement, l'entreprise n'est pas dissoute, ils disent que oui, dans le cadre de nos locaux là, c'est-à-dire du gardiennage de nos locaux, j'embauche X, Y, mais ils ne paieront que des frais de gardiennage. Moi, je suis passé là-bas le week-end, j'ai vu qu'il y a, au niveau du poste d'entrée, il me semble qu'il y a un gardien, il me semble. Maintenant, si l'entreprise est radiée du registre de commerce et du crédit immobilier, là, rien n'est dû aux employés. Donc, regardez si c'est bien radié au registre de commerce. Voilà. C'est bon? Au fond, oui, au fond, voilà. Moi, j'ai une question concernant le contrat de travail. Si la loi autorise à ce qu'on ait des contrats à la tâche ou bien à la pièce. Par exemple, j'appelle contrat à la tâche. Si on a une activité à exécuter, par exemple, on a un atelier par exemple de couture par exemple. On a des costumes à coudre et tout et tout. Si on peut avoir un contrat avec le prestataire pour exercer telle activité, ça c'est ce qu'ils appellent contrat à la tâche, ou bien le contrat à la pièce par exemple. Si, chaque pièce coupée. Voilà, chaque pièce coupée, tu as tel prix, ou bien chaque costume cousu, tu as tel prix. Si la loi autorise ce genre d'activité. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent sur le contrat en tant que entrepreneur débutant.
en ce qui concerne, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, on peut avoir des contrats saisonniers, par exemple. Voilà, en fonction voilà, en fonction du volume du travail. Voilà. Bon, là, ça prend beaucoup plus aux prestations, parce que les prestations, c'est pour des activités spécifiques ou bien pour des prestations ponctuelles. Mais si c'est employeur au sens du code du travail, là, il faut débuter à 8 heures, terminer, respecter les heures de pause, ainsi de suite. Maintenant, dans le cadre, il a parlé de trucs de performance, là, le document de performance. Là, vous pouvez lui dire, chaque jour, il faut coudre ou bien il faut couper X ou Y. Vous n'allez pas lui fixer un maximum, mais vous allez lui fixer un minimum, un plancher. Mais ça, c'est des négociations directes avec lui. Mais si c'est quelqu'un, parce que tel que vous l'avez expliqué, pour moi, c'est quelqu'un, un couturier qui est fort, mais vous n'avez pas créé de lien de travail avec lui. Donc, c'est un prestataire. Maintenant, dans ce cas-là, dans son contrat, vous lui dites tous les jours ou bien à chaque tâche, il faut faire ceci, cela. C'est à vous de guider parce que vous avez la main. Là aussi, si vous payez votre argent, il faut exiger des prestations en contrepartie. N'acceptez jamais de payer sans prestation ou bien prestation bien effectuée. Parce qu'au Sénégal, les gens ils ont l'habitude de recevoir de trucs, mais ils n'ont pas l'habitude de bien faire leur job. Tout ça, il faut le mettre dans les clauses de travail. C'est bon? J'avais vu deux mains là. Faye. Il est où Faye? Tu es calme, notre cousin là. Oui? Concernant les micros. Éteignez l'autre micro. Apparemment, vous êtes très intéressé par les relations avec vos employés. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur d'eux ou quoi? Hein? Claire. En tout cas, ils envoient, vous avez même dans le CISCOA, ils ont prévu les provisions pour litige. Allez-y. Maintenant, concernant la retraite anticipée. Retraite anticipée, oui. Oui, on voit beaucoup d'Européens. Oui. Ils font ça. Oui. Même les Sénégalais. Mais les Sénégalais, rarement. Quoi. Si. Ah, si. Oui, si. On donne beaucoup d'argent. Mais les Européens, donc, ce qu'ils font, ils font d'abord une retraite anticipée. Oui. Et ensuite, ils partent en vacances ou bien ils viennent dans les autres pays comme le Sénégal, etc., pour investir ou mener une belle vie. Oui. Maintenant, la question est que maintenant, les retraites anticipées sont versées globalement ou bien comment ça se passe? Il y a des méthodes de calcul. Et je pense que dans les conventions collectives ou dans le code du travail, ils indiquent la méthode. Ils indiquent la méthode. Voilà. C'est comme en cas de liquidation d'entreprise. Ce n'est pas du fait du travailleur. À ce moment-là, on les paye des indemnités de liquidation. Donc il y a une méthode de calcul. Donc c'est très compliqué. Ils disent on paye de 0 à 5 ans, c'est X%, de 5 à 10 ans, et au-delà de 15 ans. Il y a une méthode de calcul. Mais ils investissent, c'est parce que s'ils viennent pour se payer du bon temps ici au Sénégal, c'est parce qu'ailleurs, ils ont investi leur argent. S'ils viennent pour investir, c'est pour faire comme vous, créer d'autres richesses. Donc c'est une option, un cours de vie. On peut se dire que oui, moi, je ne mise pas seulement sur le salaire pour avoir des revenus. Je vais me créer un pactole, c'est-à-dire un magot. Je vais investir une partie et l'autre partie, je vais me payer du bon temps. Maintenant, là où c'est risqué, c'est qu'il faut investir avant de quitter. Si on quitte et qu'on investit, si ça ne marche pas, on est foutu. Voilà. Monsieur? Ah oui, si, on est foutu. Oui. Je disais, si l'accident du travail est pris en compte dans le cadre du contrat de prestation. Oui. Ça, je ne pense pas. Dans le contrat de travail, oui. Dans le contrat de travail, oui. Mais dans le contrat de prestation, c'est libre aussi. Les relations avec les tiers, c'est libre. L'essentiel, dans un contrat, il faut écrire tout. Il faut mettre toutes les obligations. C'est ça qu'on appelle le droit des obligations. Obligation de faire ou de ne pas faire.
obligation de donner. Quand c'est un contrat de vente, obligation de livrer le bien. Et le client, obligation de payer le prix. Parce que derrière, ce sera un élément de preuve. N'est-ce pas? Donc c'est à vous de voir. Maintenant, pour des questions très pointues là, parce que je vois que vous en posez beaucoup, là, il faut recourir au service de qui? Quand vous débutez votre entreprise? Service d'un? Les questions juridiques là? Le juriste là, d'entreprise, il s'appelle comment? Non! Il dit notaire. Un avocat. Donc, sur le plan juridique, il y a l'avocat qui pourra vous accompagner dès le départ. Même dans la forme de société à constituer, ainsi de suite. Sur le plan fiscal, il y a l'expert fiscal. Il y a des cabinets d'avocats qui font des prestations fiscales. Sur le plan comptable, c'est l'expert comptable. Parce que le commissaire au compte, c'est juste pour certifier les états financiers. C'est différent de l'expert comptable qui fait de l'assistance comptable. Donc tout ça, ils sont à votre disposition. Sur le plan financier, vous prenez un expert financier pour bénéficier du financement d'une banque. La banque n'est pas l'expert financier. La banque est l'entité qui vous donne les fonds. Mais pour pouvoir négocier ça, j'ai vu certains là, je ne sais pas, ils se sont fait accompagner d'un expert financier pour pouvoir rédiger leur business. Ça, c'est une bonne chose. Quand ce n'est pas votre domaine, il faut prendre un homme de l'art. Mais ça aussi, c'est une prestation que vous payez. Pour minimiser les risques. Moi, j'ai vu une entreprise où ils ont mal payé les impôts, mais on a été redressé. Ça, si on avait pris un 25 millions, on paye l'expert fiscal qui nous aide à y voir plus clair. Peut-être qu'on n'aurait pas dépassé plus de 1,7 milliard pour le redressement. Ah oui, le redressement, c'est cher. C'est trop cher. Évitez les redressements fiscaux. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé à cause des redressements fiscaux. Parce qu'on fait une remontada. Waouh! 4-0, 5-4. Et là, on perd le match. C'est ça, hein? Redressement fiscal, c'est on vous redresse par rapport à tout ce que vous avez loupé comme déclaration normale ou comme paiement normal. Parce qu'on peut payer et mal payer. Mais on peut ne rien payer. Ceux qui n'ont rien payé, c'est eux qui ce sera plus douloureux pour eux. Mais ceux qui ont mal payé, on fait la différence. On vous dit, vous devez payer normalement ça, mais vous avez payé ceci, donc la différence c'est ça. Et la pénalité qui s'attache à ça, c'est ça. Et quand ils font la remontada là, mais sur les documents de l'entreprise, ils vont au numéro de compte bancaire. Là, ils vont faire ce que l'on appelle un avis à tiers détenteur. Ils vont adresser un avis à la banque pour lui dire tout ce que vous avez comme avoir équivalent à temps, donnez-le-moi d'office. Et la banque n'a pas le droit de refuser parce qu'elle va avoir les mêmes problèmes que vous. Ça, c'est le pouvoir exorbitant de droit commun. En matière fiscale, l'État ne badine pas. Donc faites tout pour être en règle. En matière sociale aussi, l'État ne badine pas. Faites tout pour être en règle avec vos employés et envers l'administration sociale. C'est bon? Vous avez un métier très passionnant, hein? Mais très périlleux. Là, il faut respecter les règles. Il ne faut pas faire du truc là, les trucs de Al Capone là. Non. Oui? Micro, fermez l'autre. Bonsoir. Bon, je voudrais savoir, est-ce que ici au Sénégal, en cas d'impôt impayé, l'État a l'obligation d'entrer dans vos comptes pour récupérer son dû ou bien? Je n'ai pas bien entendu le début là. Je voudrais savoir, est-ce que ici au Sénégal, en cas d'impôt impayé, oui. Est-ce que l'État a l'obligation d'entrer dans vos comptes bancaires pour prendre son dû ou bien? Si vous êtes en contentieux avec l'État, et si l'État a déroulé toute la procédure de recouvrement amiable, parce que là je vous dis, oui, on va vous redresser. Non, le redressement c'est le dernier recours en matière de contentieux, c'est-à-dire en matière de recouvrement. D'abord, il y a le recouvrement amiable. On va vous appeler, on va vous convoquer, n'est-ce pas?
Maintenant, si à l'issue de tout ça, c'est comme en matière de mariage, avant le divorce, on vient pareil, on dit façana. Hein? Il faut appeler, même si vous le dites, après on va essayer de recoller les morceaux. Mais quand on se rend compte que vraiment ici, c'est sans espoir, c'est là où l'État va taper fort, en faisant le recouvrement comptant, ou bien le recouvrement forcé. Et là, il y a toute une procédure à dérouler. Si l'État se trompe ou ne respecte pas la procédure, là, vous l'attaquez comme vice de procédure. Même si vous êtes fautif, vous gagnez le procès. Donc, c'est la dernière phase du recouvrement des impôts directs et taxes assimilées. Et il y a des lois sur ça, il y a des... Et on applique l'acte uniforme de l'OHADA, là. Ça s'appelle comment? Procédure, il y a un document là. Donc tout est normé. Hein? Quand je dirais que c'est pour résumer, mais derrière, il y a tout un arsenal juridique qu'il faut respecter. Aussi bien pour vous, même si vous êtes fautif, que pour l'État, même s'il est lésé. C'est bon? Oui, question en ligne? Non, c'était juste pour une contribution. Ah! Donc là, concernant tout ce qui est forme juridique des entreprises... Voilà, apparemment ils sont très intéressés par ça. Et j'ai l'impression qu'ils ont peur. Et donc voilà, tout ce qui concerne... Peur de faire du mal. Donc tout ce qui concerne les formes juridiques des entreprises, les pratiques du contrat de travail, le cadre fiscal de l'entreprise. Donc il y aura un cours uniquement sur ça qui sera animé par M. Dien, le directeur de la Chambre de commerce du Sénégal. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de formalités au niveau de la Chambre. Vous pouvez les garder, bon, il va répondre, mais commencez dès à présent à préparer ces questions-là. Donc en ligne, donc, 90% ces questions rentrent dans ce cadre-là. Donc là, je pense qu'on va là, ça pour moi je le plains. Voilà. Il va être fatigué. Voilà. Soit je les pose ou bien... Bon, posez rek, si c'est à ma portée, je réponds, sinon je renvoie. Allez-y. Oui, donc on va commencer par, parce qu'il y a une série de 7 ou 10 questions. 10 questions? Oui, il y en a beaucoup. C'est autant que vous, hein? C'est ça que j'ai dit. Moi j'ai eu 20 questions, vous voyez, je transpire déjà. On va prendre quelques peut-être. Voilà, donc on va commencer par... il y a ça, ou bien par thème? Par thème. Donc, il y a Saliou Sitor Faye. Mon homonyme. Oui, qui est depuis Bambay. Oui. Donc là, lui, donc, finalement, il a abandonné sa question. On va prendre il abandonne? Oui, on va prendre la question de Mamor Ndao. Oui. Donc lui, il est depuis, attends, je vais voir. Il n'a pas dit où est-ce que je suis le live. C'est bon, posez la question. Si je ne vois pas sa question. Ah oui, il a abandonné. En fait, non, sa question, il dit à quel niveau les employés sont du régime général et du régime cadre pour les cotisations IPRES. Et quels sont les taux? Les taux sont là. Hein? Ouais. Donc les taux sont là, 8,6. Moi, je pense que quand le salaire dépasse 1,80 million, autant c'était 760 000. Après, ça a augmenté jusqu'à 1,80 million parce qu'en fonction du coût de la vie, quand on est au-delà de entre 360 et 1,80 million, on est un cadre. Au-delà de 1,80 million, on est un vrai cadre. Le plafond, quoi. Le plafond pour le régime général, c'est 360. Donc, je suppose que tout ce qui dépasse 360 peut se déclarer cadre. Et le plafond pour le régime complémentaire, pour ne pas abuser, c'est 1,80 million. Donc, si vous avez 700 000, vous êtes un cadre. Mais le chauffeur qui a 120 000, là, c'est le régime général. Ah, c'est un cadre. Hein? C'est un cadre masqué. Il y en a qui l'ont, hein? C'est sa chance. Tout est question de chance. Hein? On peut être dans une entreprise, être le meilleur et avoir moins que le plus paresseux.
C'est la vie, hein? C'est comme ça. Est-ce que c'est égal? C'est comme ça. Vous avez la chance d'être ici. Il y a d'autres plus brillants que nous. Actuellement, ils n'ont même pas de projet. Ils chôment et ils n'ont même pas de projet. Ah, c'est ça. Mais Dieu a fait que vous avez de bons objectifs. C'est tout. Il faut sentir là. C'est pas là. C'est comme ça. Hein? Oui, Mounir? Donc, on prend la question de Fatou Diop, puis. Ah, une Diobène. Oui. Donc, elle dit qu'elle voulait savoir si le départ volontaire est toujours payé. Départ volontaire? Oui. En tout cas, pour l'État, c'est payé. Donc là aussi, c'est réglementé. Hein? C'est comme quand on disait tout à l'heure, là, je ne sais pas si c'est celui qui a posé la question. Donc, c'est négocié. Vous partez, mais on vous liquide vos droits. Parce qu'on va anticiper sur les années que vous auriez dû faire. Et on vous le paye. Autant l'administration avait fait départ volontaire, quoi. C'est ce qui était parti, ils ont eu beaucoup de pays. Mais il y a certaines sociétés, par exemple Sonatel, ce système existe. À 55 ans, 56, 57, on peut partir. Voilà. Mais ils disent que pour Sonatel, vous renoncez à vos parts. Parce qu'il y a des employés Sonatel, ils ont des parts dans le capital. Si vous faites de votre propre chef, vous partez, là vous devez renoncer à vos parts. Mais on vous paye vos droits. Oui? On prend la question d'Ablaï Diawara, depuis Tamba. Donc il dit, est-ce que l'employeur doit s'inscrire à l'IPRES ou c'est réservé uniquement aux employés? Ça dépend, s'il veut de manière volontaire, mais l'employeur peut se déclarer son propre employé. N'est-ce pas? C'est-à-dire peut se déclarer employé de sa propre entreprise. N'est-ce pas? À ce moment-là, il signe un contrat avec lui-même et il s'octroie un salaire. Et ça, je vous le conseille, parce qu'il y a certains employés, ils confondent la caisse et leur poche. Oui. Alors que si c'est un employé de son entreprise, il n'a pas le droit de toucher à la caisse pour régler ses propres affaires. On a vu le compte 104 là. On peut prendre son compte bancaire et payer des dépenses de l'entreprise. On le met dans le 104. Comme on peut puiser de la caisse de l'entreprise et mettre dans sa poche. Là, on le met dans le 104. Mais si vous décidez de réglementer ça, vous allez vous auto-réguler. Donc là, vous n'attendez qu'à la fin du mois pour percevoir votre salaire. Maintenant, il faut être patient. En fin d'année, vous récupérez votre dividende. Sinon, vous allez menacer l'équilibre financier de l'entreprise. C'est ce qu'on verra avec le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Autre question? Du cloud. Oh, c'est bon pour le moment. C'est bon. C'est bon. Dernière question. Ah. Pour le départ volontaire. Si c'est les dames, je prends toutes leurs questions. Okay. Bon, d'abord Ndiaye, mon ami Ndiaye, à qui j'avais interdit de parler, mais qui insiste. Oui. Pour le départ volontaire. Hein? Départ volontaire, oui. Oui. Maintenant, si le gars doit quitter, par exemple, à 33 ans de service. De service. Service. Et qui doit prendre la retraite à peut-être 55 ans, 60 ans. Donc il lui reste presque la moitié de... Oui. Maintenant, on va calculer ce qu'on lui... Bon, normalement, ce qu'on devait lui donner jusqu'à 55 ans ou 60 ans. Maintenant, il y a les taxes que l'État doit percevoir. Sur quoi? Est-ce qu'on calcule, par exemple, le montant? Par exemple, si on fait le calcul et qu'il doit percevoir 50 millions, on calcule les taxes à reverser à l'État et par année et on extrapole sur le restant de l'année. Ou bien l'État... S'il doit percevoir, oui. Et d'habitude, ça, des fois, les gens ne l'acceptent pas. Si vous reste beaucoup de temps, on ne vous autorise pas à partir à faire du départ négocié. Hein. On vous dit de démissionner. Maintenant, si l'entreprise est assez gentille pour lui payer ces droits-là, après 33 ans, et il lui reste beaucoup d'années, en ce moment-là, ce qu'il va percevoir, c'est un revenu brut qui va supporter l'impôt sur les
L'impôt sur le revenu. Okay. C'est ça que on ne va pas dire chaque année il devait payer tant. Non, il a un magot. Oui. Et c'est sur le magot qu'on va appliquer le barème. Le barème. Ah. C'est le barème d'impôt sur le revenu là. Parce que la loi dit tous les revenus salariaux, dont tous les revenus doivent... Et là, il va perdre ses cotisations sociales. Oui, il arrête de cotiser. Il arrête de cotiser. Ouais. Donc ça va se sentir au niveau de sa retraite. Okay. On suspend tout. Mais ce qu'il avait déjà cotisé, il va bénéficier de ça. C'est bon? En termes de retraite. Voilà. Juriste? C'est notre juriste maison. Hein? Les autres, manifestez-vous. Ma question concerne les accidents de travail. Accidents de travail, ici. En cas d'accident de travail entraînant une paralysie définitive, quel sera le sort de cet employé? Là, je pense que c'est Caisse de sécurité sociale qui paye. Chaque mois aussi? Bien. Je ne sais pas, mais je pense que c'est la Caisse de sécurité sociale qui prend le relais. Voilà. C'est pourquoi ils versent là-bas, quoi. Et de manière viagère? Ouais. Peut-être qu'il y a des conditions pour dire qu'après telle année de cotisation, mais je pense que c'est de manière viagère. Viagère, c'est pour toute la vie, quoi. Tu sais, au niveau de l'État, on est fatigué par les anciens combattants, là. Anciens combattants victimes de guerre. Donc, victimes de guerre, ils ont des accidents de travail. Mais des fois, ils disent qu'on ne leur paie pas leur droit, ils manifestent. Il y a eu même des morts d'hommes, ainsi de suite. Hein. Et les anciens militaires, ils connaissent leur métier. Hein. Donc là, c'est de manière pérenne. Ah. Oui? Bonsoir. Ma question, c'était de savoir si l'entreprise est en faillite. Entreprise en faillite, oui. Si l'entreprise est dissoute, oui. Il n'y a plus moyen de reprendre ça. Si elle est dissoute, c'est fini. Non, c'est fini. Une entreprise dissoute, vraiment, il y a un acte de décès. Ok, maintenant, si c'est un cessation, oui, c'est ça. On appelle extinction de l'activité. Oui, mais si c'est une cessation d'activité, ça veut dire que c'est pas... Cessation, on suspend l'activité et on reprend. Voilà. Et que l'entreprise n'arrive pas à trouver les fonds pour payer ses dettes. Là, elle est en contentieux avec les employés. Voilà. L'acheteur qui veut acheter, qui veut prendre l'entreprise. Excellent. Il va hériter des dettes du précédent boss ou bien comment il va faire? C'est-à-dire l'entreprise qui est en faillite, qui voit un repreneur. C'est ça qu'on appelle un repreneur. Un repreneur, il va prendre quoi? L'actif et le passif. Et parmi le passif, il y a les dettes sociales dues aux employés. C'est comme le liquidateur. Hein. Le liquidateur, il va payer les dettes des salariés. Et ça fait partie des privilèges de premier rang. Okay. Voilà, pour la succession du patrimoine, il y a un transfert de patrimoine. Donc les salaires, c'est sacré. Hein. Il faut payer. Ah oui, il faut payer. Il y a même des sociétés qui ont bénéficié des subventions d'équilibre rien que pour payer les salaires. Parce que derrière, c'est des ménages. Derrière, c'est l'économie qui sera impactée. Donc, tout repreneur prend l'actif et les dettes. Wow, ça, c'est le passif net. C'est l'actif net que vous reprenez. Si en cours de paiement, oui. le repreneur lui-même, il rend là. Ah, ça c'est ayants, comment on l'appelle? Les ayants cause et les ayants qui là? Les enfants, les héritiers, c'est eux qui vont payer? Ah waouh! Si les héritiers ne payent pas, c'est les enfants des héritiers qui vont payer. Hein? S'il n'y en a pas, ah, peut-être que l'État va payer pour lui, mais c'est le patrimoine qui va, c'est-à-dire les bénéficiaires futurs du patrimoine, c'est eux qui doivent payer. Oui. Juste une question par rapport à ce qu'il disait. Par exemple, le décès, oui. Oui, par exemple, si par exemple il y a un repreneur et qu'il y a des dettes, bon, il va hériter de ces dettes. C'est par exemple comme le transfert de fonds de commerce. Oui, s'il y avait des clients potentiels, des portefeuilles, il va hériter de ça et ça sera un plus pour le repreneur.
Donc c'est la même chose que... Oui. Par exemple, s'il y a un repreneur et qu'il y a un fonds de commerce qui est fourni, il y a des clients potentiels qui sont là, et que l'ancien doit vendre la société à un nouveau. Maintenant, si le gars prend l'entreprise, il va hériter de ce fonds de commerce. Oui, c'est-à-dire que comme passif. Oui, les clients potentiels là, il va hériter de ça. Bien sûr. Donc ça, c'est un plus pour lui. Les clients potentiels. Oui. C'est la même chose que s'il hérite des dettes. C'est ça. Donc c'est la même chose. C'est ça. Et c'est pas parce qu'on attend juste à être en faillite pour vendre le fonds de commerce. Hein. On peut décider, on peut avoir un projet de voyage. Effectivement. Ben, on peut quitter le Sénégal, mais vous vendez votre fonds de commerce. Ah ouais. Et souvent même, on dit que si vous vendez le fonds de commerce, par exemple, vous ne devez pas vous installer à moins de peut-être 100 mètres de... C'est ça. Ça peut-être que c'est dans l'acte uniforme qu'ils le disent. Et ça va faire partie des éléments corporels. Il y a les éléments incorporels et les éléments corporels du fonds de commerce. Dans les éléments corporels du fonds de commerce, il y a l'actif et les biens et les dettes. Alors que dans les éléments incorporels, c'est tout ce qui est, comme il a dit, clientèle, non commerciale, marque de fabrique, ainsi de suite. Donc c'est tout ça que vous allez vendre. Et la vente va se faire devant notaire. Devant notaire. Mais l'avocat va vous aider à bien négocier la vente. Donc vous voyez la nuance. Parce que le notaire, il est là pour les formalités authentiques de mutation de propriété. C'est un officier ministériel. C'est bon? S'il n'y a pas d'autres questions, on avance un peu. Donc là, dans la trame là qu'on nous a donné pour truc, il y a le plan de trésorerie. Donc ce n'est rien d'autre, même ceux qui ont fait leur business plan, je pense qu'ils doivent faire un compte d'exploitation prévisionnelle, un bilan prévisionnel et un plan de trésorerie, si je ne me trompe. C'est aussi simple que ça, c'est les recettes totales des encaissements moins le total des décaissements, n'est-ce pas? Parmi les encaissements, on les liste, les encaissements à venir, et on l'étale. Ici, c'est un plan de trésorerie annuel, mensuel, c'est-à-dire mensuel sur toute l'année. Il y a des plans de trésorerie annuels, c'est-à-dire année 1, année 2, année 3. Il y a des plans de trésorerie trimestriels et il y a des plans de trésorerie semestriels. Donc la périodicité, c'est à vous de voir. Hein. Maintenant, vous allez prendre tout ce qui est entrée cash d'argent à venir, entrée d'argent à venir, et vous le positionnez en recette, n'est-ce pas? Maintenant, tout ce qui est sortie d'argent, vous allez le positionner en décaissement. Donc il y a encaissement et décaissement. Et en bas, c'est ça le résumé du plan. C'est-à-dire vous allez avoir solde précédent pour quelqu'un qui débute son activité. Il n'y a rien parce qu'il n'y a rien dans les caisses. N'est-ce pas? S'il y avait quelque chose, il met ici. Il met la variation de trésorerie, donc c'est encaissement de la période moins décaissement de la période, plus donc le solde de trésorerie, c'est le solde initial, plus les encaissements, moins les décaissements. Ou bien le solde initial plus la variation. C'est comme avec les stocks initiales, plus variation de stock, qui peut être plus ou moins. Donc c'est la même chose. Et ce solde de trésorerie-là, pour le mois suivant, la fin du mois de janvier va transmettre ça au début du mois de février. Là aussi, on prend total des encaissements 0, moins total des décaissements 1226. Donc on a une variation de trésorerie négative, on l'ajoute au solde initial et ça nous donne le solde final du mois. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et décembre, c'est ça que décembre va donner en trésorerie au niveau de l'année suivante. C'est bon? Donc ça, pas de difficulté particulière. Maintenant, pour ceux qui font comptabilité analytique, là c'est plus compliqué. Parce qu'il y a ce que l'on appelle les budgets déterminants et les budgets résultats. Ça,
c'est le budget résultat qu'on appelle plan de trésorerie. Mais les budgets déterminants, c'est d'abord le budget des encaissements, le budget de la TVA, le budget des acquisitions, vous verrez des acquisitions d'immobilisation, le budget des charges, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle les budgets déterminants. Donc, je n'ai pas voulu corser, j'ai juste pris un modèle de plan. Ça, c'est un plan de trésorerie français que je vous ai montré, mais c'est la même chose. N'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle le cash flow. Non, le cash flow, là, c'est dans un autre document. Peut-être que c'est dans le compte de résultat prévisionnel. Ou bien le tableau des flux de trésorerie, qui est différent du plan de trésorerie. Voilà. Ça, après, je vais vous donner l'équation demain. Parce que si on vous donne des termes beaucoup plus compliqués là, vous allez être fatigué, quoi.